Merci Serge, merci de l'invitation. Je vais donc parler en français, comme convenu, et une quarantaine de minutes, comme nous avons un conférencier au moins. Je suis assez heureux, non pas pour le conférencier, mais je vais pouvoir un peu développer ce que j'avais prévu. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse et ce qui nous occupe, donc, on parle de l'appropriation dans le cadre de la question de la copie, du faux, de la reproduction, de tout ce qui concerne l'appropriation. Alors d'abord, l'appropriation, il y a une photographe qui fait partie du mouvement qui s'appelle l'appropriationnisme, dont je vais largement parler, qui s'appelle Shirley Wynne, qui vit toujours aux États-Unis, qui est une artiste née en 1947 et qui a non seulement pratiqué et qui pratique encore ce qu'on appelle l'appropriationnisme, et on verra que c'est assez complexe et il y a des angles de création et de vue extrêmement différents, y compris le même artiste. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle crée, mais elle participe aux théories qui permettent de comprendre et de donner du sens à ce qu'elle fait. Et ça m'a beaucoup intéressé, et évidemment, c'est un sujet assez complexe. Je vais passer sur un certain nombre... Je vais faire l'impasse sur un certain nombre de notions disons, qui sont fondamentales mais très difficiles. Je vais les citer, mais je vais essayer de le faire aussi assez simplement à travers quelques citations. C'est un jeu un peu difficile, mais qui permettront de comprendre l'univers dans lequel se développe l'appropriationnisme. Alors d'abord, un petit mot sur le terme d'appropriation. L'appropriation, c'est donc s'approprier quelque chose, c'est donc s'approprier un bien ou une idée, se l'approprier d'une manière douce, d'une manière violente, mais en fait, c'est emprunter quelque chose dans une idée ou saisir un objet ou une idée. Et quand on dit que quelque chose est approprié, c'est-à-dire que cette appropriation, elle est juste au moment et dans l'espace où elle se passe. Si vous allez à... J'en ai un exemple trivial. Vous dites, vous allez à un spectacle de mécène dans un grand opéra. Si vous allez avec un t-shirt et puis des Birkenstock de Fundy allemand, eh bien, c'est inapproprié, à moins que vous soyez l'artiste auquel on va acheter des œuvres. Mais pour dire, on dit c'est inapproprié, c'est approprié. C'est très important parce que l'appropriation, en fait, fait partie de notre vie quotidienne, et elle dépend de modèles. Et ça, cet artiste-là, Shirley Wynne, le montre d'une manière assez remarquable. Alors on va pouvoir aborder avec elle un peu toutes ces notions. La première approche qu'elle a eue dans ce mouvement appropriationniste, qui existe depuis les années 1950, mais avec des artistes qui étaient relativement isolés, et ce mouvement se développe depuis 1900, alors je dis 77, ça veut dire 77, n'est-ce pas ? 77. Depuis 1977 jusqu'à, en tout cas pour Shirley Wynne, 83, 84, 85. Et c'est un mouvement qui se développe aux États-Unis avec un certain nombre de personnes que je peux vous citer, dont vous avez peut-être entendu parler, Cindy Sherman par exemple, ou Barbara Kruger, ou Richard Prince. Il y a beaucoup de femmes, donc il y a un aspect très féministe, on va voir aussi dans Shirley Wynne. Alors la première apparition de Shirley Wynne, qui était peintre classique, dessinateur, qui a fait des études dans les Beaux-Arts, elle a lieu en 1977 dans un lieu alternatif où elle a vendu 75 paires de chaussures d'enfants qu'elle a achetées, je sais pas, on ne sait pas où, et qu'elle a vendues $2 pièce, comme, si vous voulez, comme artiste. C'est une artiste qui vendait des objets déjà manufacturés. Mais si vous remarquez, les lacets sont des lacets d'adultes. Il y a toute une dimension de tendresse avec l'enfant, donc il y a déjà l'émotion derrière. Et évidemment, c'est l'appropriation d'une idée, c'est celle de Duchamp. Alors, Duchamp rôde dans le miroir du XXe siècle entièrement. On va reparler de Duchamp parce que c'est très important dans le travail des appropriationnistes et aussi dans toute la réflexion qu'il y a autour des appropriationnistes. Et
Elle fait ce travail en 1977. Et évidemment, elle n'est pas très satisfaite parce qu'elle a vendu en 2 heures des souliers que les gens auront remis à leurs enfants. Et puis, en fait, elle leur a démontré à elle-même qu'elle se substitue aux marchands, qu'elle récupère l'idée de Duchamp d'une manière très, très amusante, mais en fait, ce n'est pas extrêmement satisfaisant, ça c'est évident. Donc elle continue avec 2 séries que je n'ai pas montrées parce que c'est vraiment trop long, mais il y en a une qui est très, très importante et je la rajoute dans le discours aujourd'hui parce qu'on parle des modèles. Elle a pris 6 portraits Elle a pris 6 portraits d'un photographe américain qui photographiait des corps humains, c'était Weston, et qui photographiait des corps d'hommes nus. Et son idée, en refotographiant, était de prendre l'idée de Roland Barthes. Roland Barthes, il dit que vous ne peignez jamais un paysage, vous ne photographiez jamais un corps directement, mais vous copiez un modèle. Bon, et on a déjà l'idée du modèle qui existe, donc ce qu'on appelle, et qui va sous-tendre tout le travail de Sherry Lewin et des appropriationnistes, ce qu'on appelle une récurrence des formes, et qu'on trouve dans le modèle de René Girard, c'est-à-dire qu'on n'invente jamais rien. On subvertit, on copie, on transforme, il y a des moments de rupture, mais en fait toujours par rapport à un modèle derrière. Et toutes ces théories, elles sont développées par des Français, notamment Foucault, Barthes, Baudrillard, le simulacre, etc., qu'on va voir un peu plus en détail avec des images. Et c'est très important parce que c'est le moment où les textes de Foucault, Baudrillard, Barthes sont traduits aux États-Unis, notamment dans une revue qui s'appelle Octobre. Donc il y a déjà un signifiant assez important dans Octobre. Si ça s'appelait Février, vous vous poserez des questions. Donc ça s'appelle Octobre, et Octobre organise la première exposition de Sherry Lewin qui va entrer dans l'histoire. Ça s'appelle After Walker Evans. Alors, after en anglais peut dire après Walker Evans, mais ça peut aussi dire d'après Walker Evans, n'est-ce pas? Donc il y a une ambiguïté, et vous verrez que les artistes jouent beaucoup sur l'ambiguïté, et les appropriationnistes encore plus. Donc After Walker Evans est une exposition qu'elle a montrée en 1981. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour cette exposition, qui est vraiment fondatrice non seulement de son travail, mais de tout le mouvement appropriationniste. On voit ici à gauche un livre de Walker Evans qui est paru en 1941. Ce livre, paru en 1941, est un livre de petit format. Il a un format de 10 par 13, sauf erreur. Évidemment, c'est un livre qui a des pages très jaunies. Et elle reproduit un certain nombre, non pas de photographies, mais de pages du livre. Donc, ce qu'elle reproduit, c'est déjà une reproduction. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle photographie une image qui est une image publique très connue. Walker Evans est une figure éminente du modernisme américain. C'est un des plus grands photographes américains. C'est aussi un homme. Elle ne photographiera ou ne refotographiera que des travaux d'hommes, Sherry Lewin. Et cette idée, c'est de s'approprier un travail. Elle le respecte, le travail de Walker Evans. Elle n'est pas du tout dans la critique de Walker Evans. Mais elle fait au niveau du geste d'artiste exactement ce qu'elle fait en disant, il y a l'image de Walker Evans. On peut juste passer l'image après, parce que là, la démonstration sera un peu plus claire. Donc elle photographie les pages du livre au format 13. Donc ce ne sont pas des très bonnes photographies du point de vue de la qualité, parce qu'elle vient d'une impression bon marché, d'un livre bon marché qui est déjà jauni. Alors elle le montre. Ici, vous voyez, alors ça évidemment on a l'ère numérique, on en parlera après. Ici, on peut dire la première image, c'est l'original, recopié. Donc moi, c'est une reproduction de l'original. En l'occurrence, ce n'est pas l'impression de l'original, parce que c'est une image qui est déjà numérisée avant que je l'ai faite. Mais imaginez, on a l'objet qui est l'original de Walker Evans. Ensuite, on a une simple reproduction. Alors, c'est une image de Walker Evans de 1936. Je crois que vous ne pouvez pas lire depuis. C'est Walker Evans, c'est Ali Mayborough en 1936. Et
à côté, on a une image. Et alors malheureusement, je ne me suis pas rendu compte, mais elle est trop claire. Normalement, on doit voir la page autour de l'image de Sherry Lewin. Donc la deuxième, c'est Sherry Lewin, After Walker Evans, mais on n'a pas le nom de la personne. Tirage argentique, 1981. Donc là, en fait, elle ne fait pas un faux. Elle dit, moi, Sherry Lewin, je copie, mais en tant qu'artiste, avec une signature d'artiste, si on veut, mais elle ne signe pas les images, mais le photographe ne le signe pas en général sans son image. Et si elle ne mettait pas son nom, là, ce serait une simple copie de mauvaise qualité. Donc, elle est, et après, évidemment, ça posera plein de questions juridiques qu'on pourra aussi aborder. La photographie du milieu, c'est telle que la photographie est exposée dans les musées, ou a été exposée en 81. Là, ici, c'est une reproduction de l'exposition de Zurich. Donc, on voit qu'elle est encadrée, mais on n'a pas de passe-partout. Ce n'est pas un passe-partout, c'est vraiment la page du livre. Donc, et puis, ici, je vous montre une image récente. Elle est aux ventes aux enchères. Elle a été vendue 6 000 €. $6 000. Donc, vous voyez, c'est pas Jeff Koons, c'est pas une artiste qui vend des images à des prix extravagants, si on veut. Par contre, évidemment, par rapport aux notions de départ qu'on va avoir de l'appropriationnisme, on a quand même une image qui a du sens, il y a une originalité, puisqu'il y a un sens artistique, et en fait, c'est une forme de copropriété. Et puis, plus loin, on a une chose qu'on va voir après, parce que Sherry Lewin, évidemment, elle est critiquée. Elle est aussi critiquée par des artistes, et notamment par des artistes qui ont fait le After Sherry Lewin, grâce aussi au numérique, et non pas pour se moquer d'elle, mais pour montrer que jusqu'où on peut aller avec cette forme d'appropriation, et on ne sait pas si on est au bout, parce qu'il faudra encore, après travailler comme ceci, vous verrez qu'on ne sait pas où est l'impasse. Est-ce qu'on peut passer plus loin? Voilà. J'ai ici quelques citations, parce que ces citations-là vont vous permettre de comprendre où Sherry Lewin veut en venir et où moi je veux aussi en venir pour vous expliquer le travail. Je crois malheureusement que vous ne pouvez pas le voir au fond, vous ne pouvez pas les lire. Hein. Je déteste lire ce que j'ai à écrire, mais je vais devoir le faire parce qu'autrement vous ne comprendrez pas. La première citation, elle est de Bakounine. Tout ce qui en langage politique s'appelle le droit n'est rien d'autre que l'illustration du fait créé par la force. Ça, c'est une évidence pour tous les juristes. Le deuxième, je reviendrai après toutes ces choses-là. Le deuxième est une citation de Proudhon. Nouveau principe d'action, la jouissance substituée à l'ambition. Alors, dans le terme de Proudhon, qu'est-ce que ça veut dire? La jouissance, c'est donner publiquement l'idée ou la chose, donc sans le droit d'auteur, etc. C'est lui qui a dit la propriété, c'est le vol, bien que ce soit très nuancé. Substitué à l'ambition, l'ambition signifie je suis l'auteur, moi, etc., et j'en tire les droits et je mets la main dessus. Donc c'est déjà cette idée fondamentale qu'on a vue d'ailleurs aussi hier avec les mathématiciens, c'est une fois qu'une idée est émise, elle est publique. Sauf que, évidemment, dans la société à la fois du capitalisme ou du marché de l'art, il y a des barrières qui sont là, et ce que veut montrer Sherry Lewin, c'est où sont ces barrières et comment elle et bien d'autres artistes pensent les dépasser. La troisième citation, c'est une citation de René Girard. Étant donné que j'ai lu aussi les livres de René Girard avant de venir je ne connaissais René Girard que pour Mensonge romantique et Vérité romanesque, parce que c'est quelque chose qu'on étudie dans la littérature, qui est une brillante analyse narrative. Là, dans certaines cultures, les phénomènes de ce type, donc je cite ici, c'est la rivalité mimétique, n'est-ce pas, peuvent acquérir une importance considérable. C'est le cas du fameux Potlatch, qui invertit la mimésis d'appropriation en mimésis du renoncement. Petite explication tout de même, parce que je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je vous balance des concepts comme ça, parce que je les connais et vous pas. C'est que le Potlatch, juste en 2 mots, le Potlatch, ethnologiquement, le Potlatch est un phénomène assez extraordinaire qui est beaucoup cité dans les idées de décroissance ou contre la puissance. C'est un rite qui avait lieu, je crois, une fois par année dans le nord-ouest américain entre les tribus indiennes, où toutes les tribus amenaient à la fois des cadeaux pour les autres, pour l'idée de l'autre et puis de la générosité, mais aussi
détruisaient le reste des richesses pour éviter qu'une des tribus devienne tellement importante qu'en fait, elle commence à agresser les autres. Donc, il y a un équilibre. Il y a quelque chose d'assez... Alors, c'est un petit peu plus complexe, d'accord, mais pourquoi je le cite aussi? Parce que là, René Girard, il met aussi le doigt sur une question assez importante. Alors, il cite le potelage, et je le cite parce qu'il y a une revue qui est très importante pour les appropriationnistes qui s'appelle Potelage, justement. Troisième citation. Un tableau est un tissu de citations tiré d'innombrables réservoirs culturels. Nous ne pouvons qu'imiter un geste déjà fait, nous ne pourrons jamais être originaux. Ça, c'est Sherry Lewin, mais c'est la Sherry Lewin du début, parce que vous verrez que c'est extrêmement ambigu comme position en tant qu'artiste, surtout quand on s'introduit dans le marché de l'art, qu'on a commencé par critiquer. Mais ceci dit, il faut bien comprendre la logique du travail d'un artiste. J'avais acquis la conviction que la séduction visuelle de la peinture détournait de ce que l'art pouvait accomplir le plus important, transmettre des idées. Ça, c'est toujours Sherry Lewin, c'est aussi une idée extrêmement importante, parce que dans la théorie qui sous-tend tout le travail de Sherry Lewin, il y a quelque chose de désabusé. On est ici, le postmodernisme, juste après, où on a des quantités de mouvements. Je ne sais pas, je cite un mouvement italien, puisqu'on est en Italie, le trans avant-garde, par exemple, on a des ismes qui se produisent, et on a un constat assez désabusé de la part des artistes, notamment chez Lewin, qui dit tout se répète et puis tout a déjà été fait. Non seulement tout se répète, mais tout a été fait, mais on n'a plus la possibilité de participer à une révolution artistique telle qu'elle était prévue par les avant-gardes, mais qui, en fait, n'a pas eu lieu. Et ça, c'est un constat de désabusement assez important. Et ce qu'elle dit ici aussi, c'est qu'il y a une forme... La récurrence des formes vient toujours. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ensuite, la dernière citation de Baudrillard, c'est très important parce que ce qui va suivre le mouvement appropriationniste, c'est « Le simulacre est le lieu où le réel se confond avec le modèle ». Et ça, c'est très important. On verra je vous montrerai des exemples. On peut passer plus loin. Voilà. Alors, c'était quelques citations. Alors, ces citations nous amènent à un certain nombre de constats de départ de l'appropriationnisme. Je vous ai cité les Baudrillard, Barthes, Foucault, La mort de l'auteur, etc., qui ont été traduits par les Américains, ces Américains autour d'octobre, et puis qui ont été ensuite des universités américaines. Ce qu'on appelait le French Theory. Alors, évidemment, c'est important parce que ce qui nous arrive aujourd'hui des États-Unis dans le cancel culture vient exactement d'une lecture assez perverse de la question de l'appropriation. Je pourrais en venir après, ou dans le débat, on pourra en discuter. Il y a des exemples récents, la semaine dernière, qui m'ont fait réfléchir à tout ça. Alors, l'appropriationnisme met en débat, je dis bien en débat, ou en ballant à divers degrés, parce que là, je nuance aussi, chacun ou chacune des artistes a quand même une manière différente de travailler. Alors, on a ce qui est mis en débat, c'est l'unicité de l'œuvre d'art. L'unicité de l'œuvre d'art, donc une œuvre d'art est unique, elle existe, comme chez Girard, le romantisme, il y a ex nihilo, etc. Donc là, il n'y a pas d'unicité d'une œuvre d'art parce qu'elle est toujours liée à une œuvre antérieure. Ensuite, on a l'idée du pouvoir de l'image. Et ça, ce qu'elle met en avant, Sherry Lewin, elle ne le met pas en cause, elle le met justement en avant, le pouvoir de l'image. Une société d'image, au XXe siècle, encore plus maintenant au numérique, je veux dire, maintenant c'est à la puissance 10. Mais déjà, en des années 80, on baigne dans les images. On est absolument tous les jours dans des images. Et on est dans une ère de la reproduction des images, et notamment la reproduction des peintures, la reproduction de toute l'histoire de l'art, vous pouvez la voir dans les livres. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions sur la lecture de ces œuvres-là, une fois qu'elles sont reproduites par rapport aux originaux. Ensuite, on a la relation aux œuvres d'art par les reproductions, donc c'est un peu cette idée-là. Et puis, on a le fonctionnement du marché de l'art. Ça, c'est le fonctionnement du marché de l'art est mis en cause très frontalement par ces artistes. Mais en fait, là où leur échec est assez grand, c'est que le marché de l'art est capable de s'approprier absolument tout. Et absolument tout. Et tous ces artistes en ont fait, en fait aussi, on en fait le deuil à quelque part.
Ensuite, il y a l'originalité de l'œuvre d'art, évidemment. Qu'est-ce qui est original si vous n'avez fait que copier, subvertir ou démolir une œuvre qui existait, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle, donc où se situe l'originalité, et puis le statut d'auteur. Le statut d'auteur, évidemment, on le voit très clairement avec After Walker Evans, c'est que qui est l'auteur? Alors, il y a un auteur qui est Walker Evans, elle ne le cache pas, elle ne fait pas un faux, mais Sherry Lewin, à quelque part, s'approprie l'aura de l'image de Walker Evans pour montrer qu'elle, après la mort de Walker Evans et dans un contexte différent, elle est une artiste et elle utilise, Walker Evans, elle utilise aussi l'historicité de l'image, et elle fait réfléchir sur je suis une artiste qui a fait une œuvre d'art, bon, elle ne la qualifie pas d'œuvre d'art, mais dans le marché de l'art, de la vente aux enchères, c'est une œuvre d'art. Aujourd'hui, ça l'est devenu, elle la qualifie, elle, à l'origine, d'une reproduction que elle, Sherry Lewin, a faite. Donc vous verrez, avec le temps, toutes ces notions-là se sont largement émoussées, même si, au départ, toutes les questions qui sont là vont devenir importantes. Là, on est obligé de parler de Duchamp, évidemment, parce que Duchamp, je vous disais, rôde dans le miroir dans tout ce qu'on fait. Et comme Duchamp, je vous lis juste je pense que vous ne pouvez pas lire, donc je vais vous lire le texte, parce que c'est vraiment très important. C'est un texte, une conversation entre Sherry Lewin et Jane Siegel, qui est une historienne de l'art. Le lien entre les surréalistes et la théorie psychanalytique, alors c'est une question qui est posée, hein, à Sherry Lewin. Le lien entre les surréalistes et la théorie psychanalytique lacanienne, donc là on est Freud approprié par Lacan, sur l'identification au désir de l'autre, avec majuscule, est ici étonnamment patent. Donc à propos de cette œuvre qui est un urinoir en bronze que Sherry Lewin a créé. Donc on parle de cette œuvre-là, qui est une œuvre appropriée de Duchamp. Elle dit, avec votre urinoir en bronze poli, Fontaine, bon, on l'appelle aujourd'hui Fontaine, il s'appelait Fuck You au début, vous avez choisi le plus célèbre des ready-made de Duchamp, la quintessence de la figure paternelle, pour en faire votre ready-made aidé. Et très intéressant, et c'est pour ça que j'ai cité, elle ne répond pas à cette question. Elle répond complètement à côté. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi, non seulement par rapport à la figure paternelle et avec toute la théorie lacanienne ou freudienne. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait un urinoir. Alors, elle le fait en bronze. Alors, l'urinoir de Duchamp, il n'existe pas, en fait. L'urinoir de Duchamp, en 1917, aux États-Unis, à New York, a amené un urinoir en l'appelant Fuck You. Il n'a pas pu l'exposer. Donc, il a disparu quelques jours après, on ne sait pas très bien, peut-être qu'il l'a revendu. Mais il n'a pas été exposé, il a été photographié. Il était très très peu de temps, vraiment, et il a disparu. Donc, en fait, par contre, c'est une idée, c'est l'idée de Duchamp qui va bouleverser aussi tout le travail des artistes, le statut des artistes. En fait, l'idée, c'est un peu comme le curé qui va chercher de l'eau dans son lavabo, qui vient, et c'est de l'eau bénite. Alors, cette eau bénite, vous pensez que c'est de l'eau bénite, voilà, mais et lui dit, je suis artiste, je dis que ça c'est une œuvre d'art. Alors évidemment, c'est très provocateur avec l'urinoir, la démonstration est extrême, mais ça revient dans tout le XXe siècle, la question du statut d'une œuvre d'art. Alors là, ce qu'elle fait, c'est en faire en bronze poli. Alors, elle le fait en bronze poli, pourquoi? Parce que, bon, elle n'a pas été acheter un urinoir et puis le présenter comme ça n'a strictement aucun sens après Duchamp. Par contre, elle fait mouler, c'est pas elle qui le fait, elle le fait mouler d'une manière extrêmement précieuse pour montrer le travail artisanal, montrer c'est aussi une réappropriation, exactement comme la photographie, mais dans la sculpture. Elle n'a pas beaucoup fait, mais elle a fait Duchamp, et ça, c'est important. Maintenant, on parle du faux. Alors, elle ne fait pas de faux. Elle fait vraiment un travail qui a du sens, qui est réclamé, qui est attesté, il y a une histoire derrière. Ce qui est un faux, c'est vouloir faire passer une image ou un original ou une statue ou un tableau pour l'œuvre de quelqu'un d'autre, donc avec une fausse signature ou avec une fausse historicité. Et puis, alors, il y a un premier faux, et là je le montre parce que il est vraiment, l'histoire est extraordinairement, elle est liée à la photographie et en tout cas au principe de reproduction. C'est une image ici de Secondiopia, 1998,
98, ouais, 98. C'est le visage qu'on trouve sur le linceul qui est à Turin. Ce linceul est un très long linceul, lequel à l'œil nu, on voit vaguement des formes, on voit vraiment une forme jaune. Il y a un personnage, il y a eu un cadavre, on voit la face, absolument tout le corps, les pieds et puis le dos. Et en 1998-98, Secondo Pia, qui est photographe, il obtient l'autorisation, lorsqu'on montre le linceul, de faire une photographie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une photographie, mais on voit quasiment rien à l'œil nu. Moi, j'ai été le voir aussi. Quand vous faites la photographie, vous faites un négatif. Alors, il avait les plaques, et incroyable, il voit à travers le négatif, parce que l'image, si vous voulez, du Christ qui est là est en négatif, il fait un positif dans la plaque. Et il s'aperçoit qu'on voit un visage parfaitement, qu'il y a des pièces, il y a les stigmates exactement, et on voit le dos. Donc il y a eu un personnage, réellement, qui était dans ce linceul. Donc c'est un procédé qui est un procédé, qu'on peut dire, de reproduction, dont on ignore encore aujourd'hui le principe. Il y a plein de théories, mais il n'y en a aucune qui est vraiment convaincante. Je vais passer vite, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Il y a environ 80 livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, j'avais cité dans le livre Controverse que j'avais publié en 1908. 2008, 1908, c'était un peu jeune. En 2008, c'est aussi un premier faux. Pourquoi c'est un faux? Alors, il y a l'analyse au carbone 14, mais qui est contestée parce qu'elle est dans les bords où il y a une restauration, montre que le tissu est d'environ 1350. Or, c'est à ce moment-là qu'elle apparaît dans l'histoire, en tout cas dans les archives, mais c'est aussi un moment où il y a un marché de la relique gigantesque. Donc évidemment, le faux, il n'existe que parce qu'il y a des gens qui vont vous l'acheter, ils vont croire que c'est un original. Donc cette image a été créée vraisemblablement en tous les cas dans un contexte dans lequel il y avait un marché des bouts de la vraie croix, des stigmates, etc., des épines qui étaient florissants. Donc évidemment, dans ce cas-là, il y a un marché qui se crée, donc il y a des faux. Et c'est un phénomène, on peut passer plus loin, c'est un phénomène qui existait déjà chez les Romains, avec les statues grecques, mais qui a pris beaucoup d'ampleur avec le marché de l'art. Et là, je vous montre deux photographies qui sont des faux. Alors, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que c'est vraiment trop long. Si vous êtes vraiment intéressé, tout ça écrit dans un livre que j'avais publié en 2008 qui s'appelle Controverse, une histoire juridique et éthique de la photographie, dans lequel tous ces cas sont analysés et en détail. On a ici le faux Man Ray qui était vendu au Metropolitan Museum à New York pour $5 millions, qui sont avérés des faux. Et puis en bas, on a une photographie de Lewis Hine qui s'est aussi avéré être un faux et qui a le timbre et la signature qui a été fait par son assistant. C'est un... Pardon ? C'était des tirages tardifs, mais qui ont été... Si, c'est un faux, il est qualifié de faux par les tribunaux parce que c'est un tirage tardif après la mort de Hine, après la mort de Lewis Hine, avec le timbre de Lewis Hine, ok, mais la signature. C'est pour ça que je l'ai mise. Si vous voyez ici en dessous, il y a une signature, c'est marqué Hine. Donc, pardon ? Absolument, mais c'est-à-dire que non, ce n'est pas une fausse photo, c'est un faux. C'est une photographie faite après le négatif, c'est de l'assistant qui les a fait. Alors vous pourrez vous dire, c'est une très bonne photo. C'est une bonne photographie, je l'ai exposée, je l'ai empruntée à New York. C'est une très bonne photographie, il n'y a pas de problème. Par contre, là où il y a escroquerie, c'est que c'est vendu beaucoup plus cher. Je crois qu'elle était vendue $60 000, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait une signature, mais qui n'est pas de Hine. Alors évidemment, on peut se dire, c'est quand même un beau tirage. Il n'y a pas de souci. Mais pour dire qu'il y a quand même aussi, il y a la question, dans la photographie, je suis d'accord, le faux pose un problème un peu différent que dans la peinture, où il y a tout le travail de la peinture. On peut passer un peu plus loin parce qu'il ne me restera pas là. Alors là on est à côté de l'appropriationnisme, ou au départ, après le début de l'appropriationnisme, on a un mouvement qui se développe qui est le simulationnisme. Et là, on a Jeff Koons. Et là, c'est un autre problème. Parce que, vous voyez ici à droite,
C'est une carte postale parfaitement banale d'un photographe canadien qui s'appelle Art Rogers et qui a fait en 1980 une carte postale avec des chiens. Vous voyez, c'est une image parfaitement banale qui était une carte postale qui coûtait 2 balles. Non, il est né en 48. Oui, oui. Donc je mets toujours la date du photographe, comme ça on peut le situer. Donc cette carte postale, Jeff Koons l'achète, on ne sait pas où. Il envoie la carte postale ici en Italie à des artisans. Il fait faire 5 sculptures en bois à partir de la carte postale. Il n'a même pas vu les artisans italiens. Ils reviennent aux États-Unis, il fait colorier. Et cette sculpture ici, elle a été vendue 357 000 $ en 88 ou 89, à partir de la carte postale. Vous comprenez que Art Rogers, dans le cas-là, il dit oui, mais en fait, moi je suis à l'origine de... Mais on est exactement dans un phénomène d'appropriation, en fait. Alors bon, Art Rogers a tout de même devant les tribunaux, et c'est un des rares qui a obtenu de l'argent, confidentiellement, on ne sait pas très bien. Il faut dire que là, on est vraiment plus dans l'idée du simulacre de Baudelaire, et on est dans un mouvement qui vide de sens l'œuvre d'art, qui prend l'art populaire, mais en le vidant de sens, contrairement à Sherry Lewin, qui, elle, essaye de mettre beaucoup de sens dans le travail. Les approprianistes tentent de mettre beaucoup de sens dans leur travail. Alors on peut passer à l'image. Maintenant, comme j'avais un peu plus de temps, la copie et l'appropriationnisme, c'est souvent très ambigu. Je vous donne un exemple deux exemples que je connais, ou 3 exemples. Le livre Controverse, qui était un formidable, un immense succès de librairie et d'exposition en Europe, a fait l'objet d'une publication dans American Photo, avec un texte, vous voyez, un essai de Daniel Girardin, c'est marqué là, je l'ai partagé, mais je n'étais pas au courant, personne ne sait qui je suis, personne ne sait que c'est tiré d'une exposition du Musée de l'Élysée, d'un livre qui a été publié par Actes Sud, et puis, bon, il y a des petits textes. Donc, il n'y a aucune information d'où vient, on pense que c'est eux qui ont fait le travail, et puis que j'ai écrit un texte pour... Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Moi je me retrouve avec des artistes qui ont donné les droits pour le livre, mais qui me sautent dessus. Donc du coup, avec l'avocat, on dit mais en fait c'est l'éditeur qui est responsable puisque ça a été piqué du livre. Donc on va chez Actes Sud qui était quand même un peu fâché. Puis Actes Sud il me dit écoute Daniel, t'es bien gentil mais c'est Philippe Haché. Aller devant un tribunal américain, écoute c'est d'abord 150 000 $. On met 150 000 $ pour étudier la chose, porter plainte devant un tribunal. Si le tribunal s'est accepté, on va peut-être remettre encore 100 000 $, peut-être, mais pour rien du tout, en fait, parce qu'avec cet argent, autant sortir un livre. Donc c'est ce qu'on a fait. On a sorti le livre en anglais. Au lieu de faire un procès à Philippe Haché, on s'est dit, c'est une bonne idée. Eh bien, non, c'était pas une bonne idée. Parce que si on avait vendu, je crois, 25 000 copies du livre en français, on a vendu 400 copies anglaises. Pourquoi ? Aucun éditeur, qui au début était intéressé, il y avait 12 éditeurs, je crois, qui voulaient le prendre, quand ils ont vu les images à l'intérieur, ils ont dit non, exclu, on ne peut pas publier ça aux États-Unis, c'est impossible. Donc nous l'avons publié avec Actes Sud en se disant, nous allons aller le diffuser aux États-Unis. Eh bien, aucune librairie américaine n'a accepté de mettre ce livre en vente à cause des risques de procès. Évidemment, c'est un livre sur les questions de pornographie, de droit, on aborde vraiment tout ce qui concerne. Aucun livre dans une librairie. Donc c'est aussi assez intéressant de voir une appropriation qui a quelque part dit tiens, ça va nous faire une sacrée pub, puis qui en fait n'a servi à rien parce que, ce que disait Bakounine avant, il y a une force aussi qui est sociale, et qui est éthique, et qui est très très forte, et le droit n'est pas toujours... la solution. On peut passer juste un peu plus loin. Très vite, un deuxième exemple. Ah non, il n'y a pas encore autre chose là. Il y en a une avant encore. Une avant. Tu peux revenir en arrière. Non, bon, c'est bon. Bon, alors, ok. Continue. Après, controverse. Voilà. On va, comme le temps passe, je vous parlais du numérique change les choses aussi parce que ça décuple la possibilité de voir des images. Mais on peut se dire, qu'est-ce qui se passe après Sherry Lewin ? Alors il y a bien un artiste qui a fait After Sherry Lewin. Et ça c'est aussi intéressant parce que il dit, voilà, l'appropriationnisme, c'est un artiste canadien qui s'appelle Mandy Berg,
qui lui travaille alors entièrement sur des sites, sur son site. Alors il fait du after Sherry Lewin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, le numérique maintenant permet de faire des très hautes définitions. Moi, je fais after Sherry Lewin. Il met à disposition, vous voyez, à droite, à gauche, une quinzaine d'images. Il y en a 6 ici, qui sont des images qui sont dans le livre de Sherry Lewin, mais qui sont en haute définition. On peut passer juste après. Et puis, vous pouvez aller sur le site internet, là, ça s'appelle aftersherrylewin.com. Et puis, il vous donne un certificat d'authenticité. Vous pouvez télécharger l'image en très haute définition, toutes les images. Vous les chargez, elles sont vraiment en très très haute définition. Vous pouvez les télécharger, vous les imprimez, il explique sur quel papier il faut l'imprimer, etc., avec les dimensions lesquelles il faut l'imprimer. Et puis, vous avez un certificat d'authenticité que vous signez vous-même. Donc, il va beaucoup plus loin dans l'histoire. Et puis, pour $10, vous pouvez, si vous voulez vraiment, vous pouvez avoir le cadre avec le plexiglas, à beau format pour qu'il corresponde exactement au certificat d'authenticité. Et il a écrit des textes qui sont aussi très très intelligents par rapport à ça, qui sont à la fois le travail de Sherry Lewin, il est intelligent et intéressant, et moi je le fais aussi. Alors évidemment, c'est moins intéressant que le After Walker Evans de Sherry Lewin en 81, mais ça montre que là, il y a quelqu'un qui a réfléchi au travail de réappropriation de l'appropriation. Et tu passes. Avant de le montrer, je voudrais dire, dans l'appropriation et réappropriation, il y a, là on voit en photographie, ça existe en sculpture, ça existe dans la littérature, évidemment, mais un des lieux de l'appropriation, copie, faux et réappropriation le plus extraordinaire, sont les instruments de musique. J'ai juste pris un instrument de musique qui est le mien, qui est un alto, et pour expliquer en quoi l'appropriation ou la copie n'était pas du tout choquante. En musique non plus, au XVIIIe siècle, Bach il copie des thèmes de Vivaldi, de Corelli, etc. Il les reprend, il les orchestre, etc. Et dans les instruments de musique, un piano, il se dévalue constamment. Par contre, un bon violon, un bon alto, un bon violoncelle, il se bonifie avec le temps, si c'est un bon instrument. Et les modèles ont été inventés en Italie, notamment par Amati, Guarneri, par Stradivarius surtout, et qui sont des modèles qui ont été travaillés pour avoir le son le plus extraordinaire avec le bois le plus extraordinaire. Ces modèles-là, aujourd'hui, notamment ceux de Stradivarius, sont des instruments assez extraordinaires du point de vue du son, et pas seulement par le fantasme du nom, vraiment par le son. Il se trouve que moi j'ai un instrument ici, qui est un alto, et c'est un alto qui a une étiquette à l'intérieur, Gasparo da Salo, qui est un très grand luthier. Et ça, je l'ai fait expertiser, parce que je l'ai acheté déjà bien expertisé. C'est un faux de la fin du 18e ou du tout début du 19e, mais un faux extraordinaire, vraiment du point de vue du son, mais c'est un faux. Et il y a une étiquette à l'intérieur qui prouve que c'est un faux, mais 90% des instruments jusqu'aux années 1950 ont des fausses étiquettes. Alors il y a des fausses étiquettes, pourquoi ? Parce qu'un instrument comme ceci, le luthier, c'est un extraordinaire luthier, il l'a vendu très cher, parce que c'était un instrument qui était censé avoir 200 ans, disons 150 ans, 180, presque 200 ans. Et l'instrument, je vous dis, quand vous jouez 200 ans un instrument qui est bon, il joue très très bien. Or, en fait, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas acheté comme un instrument Gasparo da Salo, parce que j'aurais dû sortir quelques centaines de milliers de francs, voire plus, même si cet instrument vaut quelques dizaines de milliers de francs, disons. Mais il y a l'idée de copie. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'instrument a les proportions parfaites, les Stradivarius par exemple, eh bien, il y a des générations et des générations qui ont copié cet instrument, mais pas en voulant faire défaut, mais copier pour essayer de retrouver le son. Mais il y en a d'autres qui ont réussi à faire des tellement bons instruments qu'ils les ont fait passer. Alors là, c'est un faux, si vous voulez, mais c'est un faux, des faux extraordinaires. Alors il y a les copies, il y a les faux, et là, c'est vraiment un endroit où on se réapproprie absolument les instruments, les idées, le bois. Pour autant, chacun garde ses secrets de son vernis, le bois, etc. Mais pour dire, dans l'instrument de musique, il y a vraiment toute cette idée d'appropriation et de copie, elle est vraiment très très forte et très très présente.
Alors on peut, là je continue un peu rapidement pour en terminer. Sherry Lewin, non, tu reviens juste, vous pouvez revenir un peu en arrière, voilà. Sherry Lewin, elle a continué, non pas, elle a fait beaucoup de choses très différentes, c'est ce qui est assez extraordinaire chez elle. Elle a notamment commencé à repeindre à l'aquarelle, format carte postale, mais à l'aquarelle, des tableaux de grands maîtres. Donc, ce n'est pas des faux, parce que ça remonte sur carte postale, les faux. Mais elle était très critiquée parce qu'elle reprenait, si vous voulez, elle avait abandonné la peinture pour la photographie, parce que c'est l'idée de reproduction, n'est-ce pas? Alors, elle était très critiquée, elle a vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Parce que autour d'octobre et dans ce mouvement-là, on proclame la mort, la fin de la peinture. C'est assez intéressant parce qu'on a exactement le même mouvement des années 20 en Union soviétique. Rodchenko, en 21, arrête la peinture, c'est un peintre très célèbre, il n'utilise plus que la photographie. Malevich fait carré noir sur blanc, sur carré blanc, carré noir sur carré noir. Et il y a un formidable bouquin d'un Nikolai Taraboukine qui s'appelle Le dernier tableau. Donc on disait, là, dans les années 80, j'ai lu des textes qui disaient le tableau, c'est bourgeois, c'est conservateur, on doit abandonner la peinture. Donc Sherry Lewin revient vraiment très vite à la photographie. Et ce qu'elle fait, elle a fait des séries exactement sur le principe de Walker Evans, mais à travers les grands peintres, comme Van Gogh, Léger, Monet, les premiers, Picasso, etc., dans le XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'elle utilise déjà que des hommes, jamais une femme, mais elle utilise des images qui étaient une rupture de la grammaire artistique chaque fois. Parce qu'elle explique très bien qu'elle vit dans les années 80 dans un monde complètement désenchanté parce que l'aventure de l'avant-garde qui était promise, elle n'a pas eu lieu, en fait. L'aventure de l'avant-garde, les artistes sont très désabusés, et elle fait un travail qui est le même travail, si vous voulez, après Walker Evans, pour que, à travers la reproduction, on réfléchisse à l'histoire de l'art, aux formes. Là, c'est en noir et blanc, des tableaux, de manière à ce qu'on réfléchisse du point de vue du travail d'une artiste. Et ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Et s'il n'y avait pas j'ai mis les légendes dessous pour qu'on voit ce que c'est, mais parce que là c'est d'après Blosfeld, c'est le peintre, puis après on a Malevich, etc. Ça se multiplie. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la légende de la caption, c'est juste une mauvaise reproduction d'un catalogue. Donc c'est là qu'est la subtilité de la chose. Est-ce qu'on peut aller... La dernière image, je rends hommage à la merveilleuse petite exposition, grande exposition pour moi, en tout cas en termes de réflexion de Serge, de Kandinsky. Elle a aussi reproduit ici un tableau de Kandinsky. C'est amusant, c'est que j'avais mis à l'envers au début, exactement. J'ai eu de la peine à trouver l'angle d'approche. Ça, c'est un travail de Kandinsky, et elle a travaillé. Puis voilà, j'aurais terminé sur une image avec Kandinsky que vous connaissez. Et pourquoi aussi? C'est dans la merveilleuse petite exposition, enfin petite. Elle n'est pas si petite, c'est une belle exposition. La belle exposition, il y a aussi toute l'idée, on s'approprie de contexte, des images on ouvre des portes immenses, en fait, de réflexion, non pas en se focalisant sur l'œuvre de l'artiste, la forme et puis sa biographie, mais aussi des influences, des environnements. On voit, pour exemple, en une icône, on sait qu'en ayant vu des icônes, il y a un modèle à quelque part qui se crée. Il y a tout, en fait, tout est relié à quelque part. Et cette exposition-là, elle le montrait bien, je trouve. Et je terminerai sur cette image pour rendre hommage à la fois à l'exposition de Serge et au travail de Sherry Lewin, en vous remerciant de votre attention. Est-ce qu'on ouvre la question, on ouvre quelques minutes de réflexion, si vous avez des questions, vous êtes d'accord? Alors, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, Serge. Tu as dit d'un coup qu'elle avait reproduit Walker Evans, mais tu as utilisé le mot « il était mort ». Sherry Lewin, elle ne s'approprie que des morts?
Sherry Lewin s'est approprié que des morts. Absolument. Et alors, Walker Evans, il est mort 5 ans avant, 6 ans avant. Alors, on n'a pas parlé des questions de droit, mais ça permet le droit à l'image. Alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé à la première exposition de 81 ? La famille de Walker Evans, consternée, ils sont venus acheter toutes les œuvres. Ça arrangeait très bien Sherry Lewin, il n'y a pas eu de procès, ça coûte très cher aux États-Unis, puis c'était pas ambigu. Ils ont tout acheté. Donc c'est la famille, pour être sûr que ça ne parte pas chez les gens. Donc Sherry Lewin a récidivé, évidemment. Et les appropriationnistes n'ont jamais eu aucun... Il y a eu des procès, il n'y a jamais eu de condamnation d'un appropriationniste, parce que pour qu'une œuvre d'art soit une œuvre d'art, qualifiée d'œuvre d'art, il faut qu'elle ait du sens, il faut que ce soit une œuvre de l'esprit, il faut qu'elle ait du sens, il faut qu'il y ait une originalité. Alors évidemment, Sherry Lewin, elle peut défendre tout ça. Elle a du sens, il y a du sens. Elle fait elle-même un travail qui est un geste d'artiste et qui est original. Donc tout ça a été reconnu en fait par des tribunaux et elle-même n'a pas eu de problème. Par contre, Jeff Koons en a eu. Mais très peu, parce que dans le droit, il y a aussi... On a le droit à l'ironie, à la dérision, etc. Donc là, on peut se dire, oui, c'est impossible, c'est la reproduction. Mais non, si vous reproduisez, vous revendez une image d'un catalogue, vous-même, il faudrait que vous prouviez devant le tribunal, si vous le vendiez, n'est-ce pas, que c'est un geste d'artiste, etc. Donc, elle pouvait très bien le faire. Et puis, il y avait tous les artistes derrière. Il y avait le poids aussi de tous les jours autour d'octobre. Et puis, c'est un mouvement qui a eu beaucoup de poids aussi, parce que ça concerne tous les artistes. Comme ce que j'ai essayé de démontrer, ça nous concerne tous dans notre vie quotidienne. Quand on dit oui, c'est tout à fait approprié de parler de cette manière, c'est qu'on accepte que si c'est approprié, c'est parce que ça existe à quelque part, qu'on le place dans un espace et dans un lieu, et qu'il convient au lieu, n'est-ce pas ? C'est pas l'idée du rap brut, c'est que l'appropriation, à quelque part, c'est un phénomène que nous utilisons vraiment dans notre vie quotidienne. Et je trouvais formidable avec Sherry Lewin, c'est que, bon, j'ai parlé du violon, mais vous regardez dans le train, quand je suis venu dans le train depuis 1000 ans, le nombre de gens qui ont des t-shirts avec Marilyn, j'en ai même vu un avec le Barbara Kruger, c'est de la réappropriation. Et la réappropriation, vous la trouvez absolument... Mais c'est un phénomène totalement inhérent à notre mode de vie. Et ça, c'est la force et l'intelligence, non seulement de Sherry Lewin, mais tous les gens autour d'elle, d'avoir réussi à nous montrer ce phénomène. Oui. Je trouve dans la photo que tu as montrée de Walker Evans, je ne vois absolument pas l'originalité. Quand Sherry Lewin photographie la page, quel est le geste original là-dedans ? Juste de photographier et de dire je m'approprie, c'est ça l'originalité ? Elle a créé un autre objet avec un autre statut dans l'idée d'en faire une œuvre d'art. Duchamp, quand il dit « mon urinoir est une œuvre d'art », il dit « oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Duchamp ?» Mais c'est toute l'idée qui est derrière. Or là, non seulement elle n'a pas été acheter des œuvres de Walker Evans en les signant, elle a fait un travail qui est à la fois un travail d'artiste et intellectuel sur un travail, mais elle ne l'a pas écrasé en fait. Elle ne lui a rien volé. Aucun tribunal n'a pu reconnaître qu'elle a volé quelque chose. Elle dit c'est After Walker Evans, elle montre que c'est une image de Walker Evans, elle réutilise l'image. Alors évidemment après, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ? Alors dans le cadre artistique, on a le droit d'utiliser. Si vous faites un catalogue par exemple en le mettant, ben, vous êtes condamné, enfin facilement, parce que vous faites que de la vulgaire reproduction. Évidemment, c'est subtil, je sais que ça fait réagir, et c'était pour faire réagir que les appropriationnistes ont fait ce travail, pour dire, mais en fait, c'est comme dans la science. Vous savez, je crois que c'est Lincoln qui a réussi à faire descendre les brevets à 6 ans, parce que si c'était 40 ans, en fait, vous bloquez tout. Et actuellement, il y a un philosophe américain qui s'appelle Jefferson qui dit, mais si on veut, on devrait tout mettre immédiatement dans le domaine public, parce que dès qu'il y a une découverte scientifique, il faut que tout le monde puisse l'utiliser, alors qu'il y a des brevets qui sont longs et qui empêchent, en fait, de continuer. Je voudrais, avec ta permission, repartir une chose. On cite beaucoup l'urinoir de Duchamp. Et d'ailleurs, c'est un sujet
petite exposition que je vais proposer à la municipalité de Sénégalia avec le travail des étudiants à venir. De ce que j'ai compris, en fait, il n'y avait pas vraiment d'urinoir. Il y a eu un article dans un journal qui s'appelle The Blind Man, et cet article disait « Mon ami, monsieur Machin, avait proposé d'exposer un urinoir au Salon des Arts qui avait lieu dans l'harmonie de la 15e rue, dans le sud de New York. » Et ça a été refusé. Mais l'article était non pas, on aurait dit une supercherie littéraire au 19e siècle français. L'article était humoristique, il était illustré d'une photo de Stiglitz, qui était prise sur un marché, sur une foire exposition comme le petit marché qu'il y a en septembre à Sénégalia, et c'est tout. Or, cet article a eu une importance gigantesque et pendant des années, Marcel Duchamp a été cerné, harcelé par des directeurs de musées qui ont dit « Où est-il? L'avez-vous détruit? L'avez-vous caché ?» À tel point qu'il a fini par devoir donner corps à un mythe. C'est-à-dire, il a dû en créer un, il a dit « Je fais une édition » et sur ça, le millefeuille, non pas des malentendus ou des gens, de la mystification, du mimétisme est parti. Ce serait le sujet d'une belle exposition. Voilà, pardon. Voilà. Merci, c'est un peu de détails. Moi, je n'ai pas été dans tous ces détails, mais tu as parfaitement raison. Ouais. Troisième. Oui, est-ce que ça ne pose pas le problème justement de l'économie dans l'œuvre d'art? Je m'explique. Cette dame, elle a créé une théorie, mais la justification de sa théorie, c'est justement le fait qu'elle a pu commercialiser sa théorie en la matérialisant, si tu veux, de la manière dont elle le fait. Je veux dire, si elle n'avait pas eu cette démarche, je veux dire, ça serait resté une théorie, point barre. Oui, bon, chacun son avis sur si c'est une œuvre d'art ou pas, mais en tant qu'artiste, il faut bien vivre. C'est-à-dire que vous créez quelque chose, il faut un marché. Donc, on peut critiquer le marché d'art, mais en fait... Non, je dis elle. Le mouvement, au départ, est un mouvement, vous avez bien compris, c'est un mouvement qui est anticapitaliste, contre le marché de l'art, etc., au départ. Mais en fait, après, ces œuvres sont utilisées et recyclées dans le marché de l'art. Mais Shirley Wynne, bon, vous avez vu, les prix ne sont pas non plus extraordinairement élevés. Hein. Elle n'est pas une artiste qui est devenue immensément riche, à ma connaissance. Mais par contre, il y a le problème de la réalité. C'est-à-dire que vous créez une œuvre, mais si vous voulez en vivre, ce n'est pas un amateur, eh bien, il faut le vendre à quelqu'un. Il faut trouver aussi un marché. Et ça, il y a beaucoup de contradictions hein, là. Et qu'est-ce qui reste intéressant et qu'est-ce qui, en fait, est à partir des propos de base que je vous ai montrés. Bon, l'unicité de l'œuvre d'art, OK, mais l'originalité, elle est obligée de rester, ne serait-ce que devant les tribunaux. Et puis, quand... après, si vous voulez, tout au début, la théorie, elle s'appuyait beaucoup sur Barthes. Parce que Barthes, il dit, en fait... c'est la mort de l'auteur, c'est un texte de 68. Et Barthes le cite d'ailleurs maintenant, et il dit en fait, il n'y a pas d'auteur parce que chacun, il prend des mots qui existent déjà et puis vous les mettez ensemble, n'est-ce pas? Bon, c'est très provocateur, mais il dit une chose, il dit, mettre l'auteur, c'est une sorte de cran d'arrêt. C'est-à-dire que, c'est un texte de Proust, ben, voilà, puis vous avez déjà une case de Proust et vous ne lisez pas le texte. La même chose que si c'est un texte dont vous ne savez pas de qui il vient. C'est pour ça que c'est génial de découvrir des jeunes auteurs. En tous les cas, moi j'aime beaucoup. Et c'est la même chose pour le texte de Céline qui vient de paraître. Si Céline n'était pas connue, certainement c'est un texte peut-être moins intéressant, je ne l'ai pas lu, mais il n'aurait pas du tout, il ne serait pas divulgué de la même chose, il ne serait pas surtout annulé de la même chose. Donc ces textes de Barthes, de Baudrillard, etc., et Foucault, ils ont été... ils ont été lus et très bien compris par ces artistes-là. Par contre, ce qui vient aujourd'hui dans le cancel culture, là, aujourd'hui, c'est contre l'appropriationnisme, mais en ayant bien assimilé cette idée d'appropriationnisme. Je vous donne juste un exemple que je viens de lire dans un journal que j'aime beaucoup et qui est très sérieux. Il y a un concert qui a eu lieu il y a 15 jours. C'est un petit exemple parmi une centaine récents. Hein. Un concert qui a eu lieu dans un lieu alternatif, mais très connu à Berlin.
Et il y a une chanteuse qui fait déjà le tour du monde, qui revenait d'Inde, donc vraiment on peut pas... On voit bien, c'est quelqu'un, en tous les cas de sa biographie, c'est quelqu'un de très ouvert au monde. Elle s'est présentée au concert avec des dreadlocks, vous savez ce que les Jamaïcains font. Eh bien, les organisateurs lui ont dit, tu enlèves tes dreadlocks et tu te fais lisser les cheveux, autrement tu ne joues pas, parce que c'est du colonialisme de s'approprier, en fait, l'idée des Jamaïcains parce que tu ne les respectes pas. Et c'est un petit exemple, hein, mais c'est quelque chose qui revient, mais qui vient, qui est issu des théories post-structuralistes ou structuralistes, en tout cas de Barthes, Baudrillard, etc., avec une lecture qui est fondamentalement inversée à ce qui était le propos de base. Et ça, c'est aussi intéressant par rapport à un travail comme celui de Sherry Lewin. Je ne veux pas non plus, vous aviez quelque chose... Serge, maître du temps. J'ai juste une interrogation, c'est que effectivement en droit français, l'œuvre est une création originale empreinte de la personnalité de l'auteur. Et là, je m'interroge sur ce qu'on voit. Est-ce que c'est une œuvre ou pas, puisque c'est comme ça que tu l'appelles, mais je retrouve pas la définition, quoi. C'est comme ça qu'elle est considérée et qu'elle est considérée par les tribunaux. Bien sûr. L'idée, c'est que chacun se fasse aussi une idée. Si vous dites à Sherry Lewin, mais ce n'est pas une œuvre, je pense qu'elle vous expliquer pourquoi, mais elle ne sera pas parce qu'on n'a pas arrêté de lui dire ça toute sa vie, n'est-ce pas ? Voyez, bien entendu, parce qu'elle était très soutenue quand même par un milieu qui était très, 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 très clairement dans cette optique de l'appropriation, mais c'est pas quelque chose qui passe comme ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que l'appropriation, on la vit tous les jours. Et on s'en rend souvent pas compte, mais c'est aussi l'idée du modèle que vous avez évoqué hier longuement, mais sans la question de la copie mimétique, là, je veux dire, mais du modèle qui est sans cesse récurrent et qui vient, évidemment, c'est aussi une réflexion à avoir, aussi par rapport à nos comportements sociaux, culturels, etc. Donc ça va très loin. Ça va très loin, mais ce n'est pas des ricochets non plus qui peuvent rebondir à l'infini. Et je voudrais citer le cas d'une artiste que j'ai rencontrée à Paris, qui était exposée par la galerie Daniel Blau, qui s'appelle Sturtevant, qui, depuis les années 60, suit la même idée, mais en peinture. C'est-à-dire, elle dit « je fais défaut, mais je signe de mon nom à moi ». Et elle a pris cette niche, cette posture, cette attitude qu'elle a donc théorisée, mais en même temps, elle a été tolérée parce qu'elle a été adoptée par les galeristes, peut-être aussi pour servir de paratonnerre, je ne sais pas, après on peut faire une interprétation morale. Mais donc on a toléré une personne, et donc la Sturtevant était invitée à tous les vernissages, et ça vaut assez cher. Mais peut-être c'est pour prévenir pour prévenir les ricochets, on arrête là, je ne sais pas. Maintenant je pense, voilà, on continue notre programme. Merci beaucoup. Merci à vous.